Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on attend juste quelques petites secondes que la salle d'attente nous rejoigne. OK. Donc, on va pouvoir commencer et puis ceux qui arriveront en cours de route nous rattraperont. Tout d'abord, donc bonjour à tous et donc au nom de l'équipe à vélo, je vous souhaite une très belle année 2025 avec l'aboutissement de plein de projets et de plein de belles choses personnellement et professionnellement. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour ce webinaire numéro 5 qui va traiter du stationnement vélo, donc qui est un enjeu assez central pour promouvoir l'usage du vélo comme moyen de mobilité. On est ensemble pour 2 heures et sachez que si vous n'avez pas l'opportunité de regarder en entier aujourd'hui, ou bien si vous voulez le revisionner, ou pour les personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, vous pourrez donc revisionner en replay sur notre chaîne YouTube et sur l'espace collaboratif ce webinaire. Et un petit préambule avant de rentrer dans le vif du sujet. Je souhaitais vous présenter nos excuses ce matin pour le petit bug technique qui a occasionné pour certains d'entre vous l'envoi de mails intempestifs. Donc on est en train de résoudre ce problème technique et on sait que ça peut être perturbant, donc encore désolé. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous parler un petit peu du sommaire pour aujourd'hui, pour ces 2 heures. Donc, on va avoir un premier temps de présentation de la part de Paul, donc de l'équipe à vélo ADEME, qui nous parlera de la compréhension en fait du besoin et des différentes options de stationnement qui s'offrent à vous. Ensuite, on aura l'intervention de Madame Suzanne Lécroard de la DGITM sur la place du stationnement vélo dans la loi et dans les règlements. Ensuite, on aura un retour d'expérience sur le fait d'implanter du stationnement dans des zones résidentielles de la part de Grenoble, de Madame Laura Dumont-Mollard. Ensuite, dans un deuxième temps, nous aurons une partie sur le financement et l'implantation de stationnement vélo, avec tout d'abord une intervention de la FUB en la personne de Jean-Loup Prézelin sur le financement de stationnement et l'accompagnement qui peut vous être fourni. Et ensuite, un retour d'expérience de la commune de Billy-Berclos sur la mise en place finalement de stationnement vélo via Alvéole Plus. Donc, je laisse la main à Paul pour prendre la parole sur comprendre le besoin et les options. Merci Claire. En fait, le vélo, c'est un moyen de transport. Il permet de se déplacer d'un point A à un point B. Mais par contre, du coup, le cycliste a besoin de stationner son véhicule et de le retrouver à son retour. Donc si on souhaite encourager la pratique du vélo, il faut des stationnements. Et ça répond à la question du pourquoi. À quoi sert un stationnement? Là, il y a un besoin à comprendre. Le stationnement, en fait, il a deux usages. Il permet l'attribution d'une place au vélo dans l'espace public et du coup assure une forme de légitimation de la pratique. Et cette légitimation, elle est importante. Sans cela, en cas d'absence de parking, cela joue le rôle de filtre. Cela peut décourager des cyclistes. Et la deuxième fonction du stationnement, c'est une fonction de service qui permet la sécurisation et qui garantit le fait de retrouver son bien le moment venu. Mais ce service peut aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, on peut attendre jusqu'à de voir les parkings vélos couverts pour protéger les vélos des intempéries, mais même de proposer un espace pratique, positionné proche des zones à desservir et éclairé. Cela représente un gain en confort réel au quotidien, notamment pour le parking à la journée. Et la fonction de sécurisation est également importante. Cela correspond à la possibilité d'accrocher facilement le cadre et une roue à un point fixe. Parce qu'en fait, l'impact du vol sur les vélos, il est assez clair. Il décourage la pratique, il incite à acheter des vélos moins chers et possiblement inadaptés, et cela peut créer une insatisfaction dans la pratique. Donc en fait, en proposant un parking dont la sécurité est adaptée à la longueur du stationnement et au montant à la valeur des vélos qui y sont stationnés, ça offre de la confiance pour les usagers. Donc on est quand même dans un contexte où le nombre de vélos électriques et le nombre de vélos spéciaux, qui correspond aux vélos cargo ou à tous les autres vélos qui ont des dimensions qui ne sont pas habituelles,
ce nombre de vélos augmente. Donc en fait, en limitant la sécurité de certains stationnements, on limite l'usage qui peut en être fait. Donc, quels stationnements peuvent être mis en place? Alors le plus simple, c'est les arceaux. Alors l'arceau, il est simple, il est adapté à la majorité des vélos, même les vélos spéciaux, si convenablement espacés. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'espacement? C'est l'espacement entre les arceaux, mais aussi face à un obstacle. Donc l'arceau, il stabilise le vélo, ce qui est important. Il est peu onéreux. Il a une forme prévisible pour les usagers. Donc en fait, les usagers savent globalement comment cadenasser leur vélo, parce qu'en fait, cadenasser son vélo, c'est aussi un apprentissage. Et c'est aussi un stationnement durable. Par contre, la limite des arceaux, c'est que ça ne sécurise pas les accessoires et c'est aussi un stationnement qui est à limiter dans la durée. Donc, on peut aussi, le type d'arceau à choisir peut être, attendez, petit problème technique. Le type d'arceau, il y a plusieurs types d'arceaux sur le marché. Donc en fait, il est préférable de rester sur un arceau simple, sur du matériel standard que vous pourrez retrouver plus tard à un tarif abordable. Donc, il est aussi intéressant de fournir aux équipes techniques un guide d'implantation pour prévoir non seulement les espacements à respecter, car les équipes techniques ne seront pas forcément des cyclistes ou alors des spécialistes de l'implantation, et ce guide technique pourrait aussi préciser le type de scellement dans le sol pour garantir la durabilité. Donc, là, on a l'exemple de 2 stationnements qui sont assez peu adaptés. Le stationnement à gauche, c'est un parc en bois avec des pincerots. Donc, quel est l'impact de ce stationnement? C'est que la sécurisation, elle est partielle, le cadre n'est pas sécurisable, cela peut endommager le vélo par la torsion de la roue. C'est assez difficile d'accès, donc inaccessible aux vélos spéciaux, mais aussi aux vélos standards dès que le stationnement est relativement plein, et c'est assez mal optimisé, avec un côté qui n'est pas utilisable. Le stationnement à droite, lui, il est constitué d'arceaux déjà beaucoup plus acceptables. Par contre, ils sont trop collés entre eux. Donc, c'est difficile de mettre 2 vélos côte à côte. Et du coup, ça limite inutilement la capacité du stationnement. Et la sécurisation, elle est aussi insuffisante parce qu'ils sont simplement fixés au pavé. Et du coup, on peut soulever l'arceau avec les pavés auxquels il est fixé. C'est dommage. Alors, concernant les arceaux, c'est aussi intéressant de penser de manière inclusive, pour penser à tous les vélos spéciaux qui, la majorité du temps, peuvent se contenter d'un arceau standard, mais si on prévoit un arceau adapté, c'est positif aussi. On peut aussi envisager des marquages qui permettent d'identifier directement l'usage prévu pour ce type d'arceau. Le deuxième type de stationnement qui est envisageable, c'est les box vélos. Alors, c'est assez modulaire parce qu'en fait, il existe plusieurs types de modules avec plusieurs capacités, avec par exemple un double étage. Ils peuvent être démontés et interchangés si le besoin se fait sentir d'augmenter la capacité. Alors, c'est assez simple d'utilisation et cela protège bien les vélos tant des éléments que du vol, cela protège même les accessoires. Alors, ça peut être intéressant, notamment pour du stationnement isolé, un arrêt de bus en campagne, ou encore pour du résidentiel qui ne prévoirait pas de stationnement en dur dans le bâtiment. Par contre, il y a quand même des inconvénients. Ce type de stationnement, c'est moins universel. On a parlé du gabarit des vélos, et justement, ce type de stationnement ne peut pas accueillir les vélos particulièrement longs, ou encore si avec certains accessoires comme les portes-bébés. Ça nécessite également de l'entretien, donc avec des éléments mobiles qui devront être graissés. Et le nettoyage est aussi particulièrement compliqué parce qu'en fait, il faut que le vélo ne soit pas présent sur place. Il y a un véritable enjeu de disponibilité parce que dans certains cas, selon l'implantation, ça peut être utilisé en tant que cave secondaire par les habitants ou encore cela peut stocker des vélos épaves. Donc en fait, il faut véritablement y réfléchir. C'est également un peu plus cher que les arceaux et cela nécessite plus d'espace public. Donc c'est un stationnement qui a de nombreux intérêts, mais il faut quand même l'implanter dans un lieu adéquat. Le troisième type de stationnement, c'est les consignes collectives avec un contrôle d'accès. En fait, c'est un stationnement de haute capacité. C'est soit modulaire en extérieur, comme sur la photo, soit dans un bâtiment.
Cela offre une garantie de qualité de stationnement assez bonne en termes d'accès à l'intérieur, de déplacement avec le vélo, mais aussi de protection contre les éléments, de lumière la nuit. Le niveau de sécurité, lui, il est variable. Il est variable selon l'implantation. Soit l'implantation permet d'avoir une sécurité externe, par exemple un vigile, soit le bâtiment il est autosuffisant avec pour seule sécurité le contrôle d'accès. Et dans ce cas-là, forcément, la sécurité dépendra du nombre de personnes qui ont une carte. Si par exemple la consigne est positionnée à côté d'un arrêt de tram, tous les usagers du tram ont un accès au parking, celui-là ne sera pas forcément plus sécurisé qu'un arceau en extérieur. Donc c'est néanmoins une solution qui est indispensable dans les cas où de la haute capacité est nécessaire. Alors maintenant, la question de où installer du stationnement. Parce qu'en fait, le stationnement, c'est comme tous les éléments des politiques cyclables, cela se planifie. Alors vous pouvez faire appel aux outils de planification, dont le schéma directeur des aménagements cyclables, qui a déjà fait l'objet d'un webinaire. Car en fait, dans le cadre de l'établissement d'un schéma directeur, vous allez identifier les pôles générateurs d'emploi ou encore les zones résidentielles qui vont déjà donner des éléments concernant le nombre de stationnements qui devront être implantés et leur localisation. Il est aussi nécessaire de faire une concertation avec les acteurs locaux tout en conservant la marge tant en termes de surface d'implantation que d'arceaux disponibles pour pouvoir rajouter du stationnement aux zones qui le nécessitent. Il est aussi possible de faire des études spécifiques stationnement. C'est même recommandé. Cela permet de disposer directement d'un plan d'implantation cohérent. Alors, il ne faut pas oublier qu'il est possible d'expérimenter. Parce qu'en fait, les arceaux modulaires existent, ils peuvent être déplacés à la main et peuvent permettre de répondre à deux problématiques. La problématique du stationnement temporaire, donc par exemple à l'occasion d'un événement, comme sur l'image, où vous avez besoin de stationner des vélos devant un bâtiment devant lequel il n'y a habituellement pas autant de besoins, ou encore pour justement expérimenter. Parce qu'il y a de nombreuses zones qui ne sont généralement pas couvertes par du stationnement, mais qui pourraient en bénéficier. Et justement, positionner ce type d'arceau, sceller temporairement, permettrait justement de tester pour voir si la demande existe et éventuellement de pérenniser en dur. Une des zones, par exemple, qui peut être souvent oubliée, c'est le résidentiel. Parce qu'en fait, même dans une banlieue pavillonnaire, il peut y avoir un besoin en stationnement. Par exemple pour des invités qui viendraient à plusieurs avec des vélos, ou encore dans le cadre des cycles mobilité professionnels, avoir un artisan qui viendra à vélo, ou tout simplement des professions du soin, comme des infirmières ou encore des kinés à domicile. Et évidemment, une politique de stationnement s'accompagne d'un maintien de la qualité de service qui passe par l'entretien. On a parlé de l'entretien tout à l'heure pour les box notamment, mais cela s'applique également aux consignes avec un contrôle d'accès. Mais l'entretien va plus loin que cela. Il faut aussi procéder au retrait des vélos ventouses. C'est les vélos qui sont en bon état, mais qui restent longtemps au même stationnement sans bouger, et les vélos épaves, qui ne sont plus aptes à rouler. Et cet entretien, il passe aussi par le suivi de la fréquentation, c'est-à-dire suivre la fréquentation du parking en question pour vérifier que l'offre matche toujours avec la demande, pour éventuellement rajouter des arceaux ou une consigne si nécessaire. Donc là, je pense qu'on a vu assez rapidement la majorité des éléments qui constituent une politique de stationnement. Donc, je vous propose de prendre 2-3 questions si vous le souhaitez, et ensuite on pourra passer à la présentation suivante. Alors donc pour le moment, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à nous les écrire. Dans tous les cas, en toute fin de webinaire, on prendra du temps pour les questions. Mais au fur et à mesure, on peut aussi essayer d'y répondre si besoin. Il n'y a pas de questions, je propose d'enchaîner directement.
Donc, on a juste une petite question, j'y réponds très rapidement. Alors, l'aspect galvanisé, en fait, la galvanisation, c'est un traitement de surface qui évite la rouille des arceaux. En fait, une peinture va s'écailler assez vite, alors qu'une galvanisation vous permet de protéger l'arceau contre les chocs, si vous avez une trentaine d'années dans un milieu non salin. Et concernant les vélos ventouses, c'est des vélos qui restent bloqués à un endroit et qui immobilisent une place de stationnement, mais qui ne bougent pas. Un peu comme les voitures ventouses qui restent, ou les voitures tampons qui restent plus de 7 jours à la même place. Et je n'ai pas de convention concernant l'utilisation pour le règlement d'utilisation des box, mais je crois qu'il y a un webinaire à Vélo 2 qui mentionne l'utilisation de telles box avec non pas une convention, je crois, mais une forme de location. Alors, je n'ai pas non plus d'informations sur le montant d'un stationnement, non, le montant de la surveillance par un gardien. Donc, je pense que le reste des questions, on pourra y répondre à la fin du webinaire. Merci. Donc, merci Suzanne. Donc, De rien. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Parfait. Ok, merci. Alors, moi, je suis là pour vous parler des obligations des collectivités en matière de stationnement, ou alors, enfin, ce qu'elles peuvent et ce qu'elles doivent faire. Donc, je vais évoquer plusieurs domaines. Le premier, c'est les bâtiments. Donc, ça, c'est fixé par le Code de la construction avec des obligations donc, dans les constructions neuves, dans les bâtiments qui font l'objet de travaux et certains bâtiments existants. Ensuite, les obligations quand on construit un projet de PLU. Là, c'est fixé dans le Code de l'urbanisme. C'est en lien avec le premier point. Sur le domaine public, on a le Code de la voirie routière qui contient quelques dispositions favorables au stationnement vélo. Et ensuite, dans les gares et les points d'échange multimodaux, le Code des transports prévoit aussi quelques dispositions qui sont utiles à connaître. Donc, je vous ai mis un petit code couleur. En fait, en rouge, c'est de l'obligatoire et en bleu, c'est ce qui peut être fait si on veut faire les choses intelligemment. Donc, le CCH, c'est le Code de la construction et de l'habitation. Donc, très concrètement, chaque fois qu'on construit un bâtiment neuf doté d'un parking, on est obligé de faire du stationnement vélo. C'est le principe qui est intangible. Je vous ai mis un petit nota bene là en bas de cette diapo. Je suppose que le diaporama sera transmis. Il y a plein de liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour avoir accès direct à la réglementation. On est en train de travailler à la transposition d'une directive européenne qui parle de stationnement vélo et qui va plutôt dans le sens d'un renforcement des obligations. Bon, ça va pas être très différent, mais il y a des obligations renforcées pour tout ce qui est logement. Et puis, ça étend à beaucoup plus de bâtiments existants l'obligation de mettre en conformité son stationnement. Voilà, donc là, c'est la liste des textes que vous pourrez aller voir. Je ne vais pas vous faire le détail de chacun, mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc chaque fois qu'on construit un bâtiment neuf, dès lors qu'il comprend un parking. Donc c'est vraiment ça le déclencheur, c'est quand on construit un bâtiment avec des places pour les voitures, il faut prévoir des places pour les vélos. Un peu dans la logique de ce qui était dit en introduction, prévoir du stationnement vélo partout où il y a du stationnement voiture. Donc actuellement, le besoin d'emplacement de stationnement, il est défini à un emplacement pour tous les petits logements, donc jusqu'au T2, et 2 emplacements à partir du T3. Donc c'est ce point-là qui est en discussion dans la transposition de la directive européenne. Qui prévoit 2 emplacements par logement, sans considération de la taille. Donc on est en train de travailler à peut-être faire une dérogation pour les résidences étudiantes ou les établissements pour les personnes âgées, ne pas exiger 2 emplacements par unité d'habitation qui comprendrait peu de personnes. Voilà. Et ensuite, on a pour tous les bâtiments neufs qui accueillent des salariés, des agents, donc c'est
on a un nombre d'emplacements à réaliser qui est égal à 15% de l'effectif accueilli simultanément. Et puis, de même pour les usagers. Donc après, on a des conditions de sécurisation qui ne sont pas exactement les mêmes quand on est client usager ou quand on est salarié agent. Voilà. Un chiffre un peu moindre pour les ensembles commerciaux et les cinémas. On constate que les clients qui se rendent au Carrefour sont un peu moins nombreux à venir au vélo, remplir leur caddie pour le mettre dans leur sacoche, mais actuellement on a 10%. Ça devrait être plutôt à la hausse avec la transposition de la directive européenne aussi. Et dans le droit français aujourd'hui, on a fixé un maximum de 100 emplacements. C'est dans le cas des multiplex par exemple, pour avoir des choses qui sont un peu moins nappes de stationnement. Donc ça, c'est en question aussi. On ne sait pas si ce maximum va être conservé. Ça, c'est l'état du droit. Pour les bâtiments qui sont déjà existants et sur lesquels on va réaliser des travaux sur le parking. Donc ça peut être réaménagement du parking parce qu'on veut faire des places plus larges, parce que tous les habitants ont maintenant des SUV, donc il faut élargir. À ce moment-là, on sera obligé de prévoir le stationnement pour les vélos. Dans la mesure où il y a plus de 10 places, 10 places ou plus, on est obligé de mettre en conformité, donc avec un certain nombre de places aussi en fonction de l'usage du bâtiment. Sur ce point-là, la directive va aussi aller à la hausse parce qu'en fait, les nombres d'emplacements requis seront les mêmes pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments qui font l'objet de travaux. Voilà, vous pouvez retrouver tous les chiffres. Et ensuite, le dernier cas actuellement, c'est quand on a un bâtiment dans lequel il y a des travailleurs, donc bâtiment tertiaire, donc des travailleurs, ça peut être une administration, ça peut être des bureaux d'une assurance, voilà, tout ce qui est dans le secteur tertiaire. On doit mettre en conformité le bâtiment existant. Donc cette obligation, elle est applicable depuis 2021. Elle n'est pas toujours super connue et donc c'est aussi un des objets de ce webinaire de rappeler tous les employeurs de votre territoire qui ont des parkings voitures qu'en fait, ils sont obligés de mettre en conformité avec un parking vélo. Voilà. Donc, pour mémoire, une collectivité sur son patrimoine, donc dès qu'elle fait des nouveaux bâtiments, il faut qu'elle soit attentive à ça. Ensuite, quand on parlait du patrimoine concerné par une mise aux normes, c'est pareil, un petit inventaire qui peut être intéressant, faire un inventaire de tous ces bâtiments, ceux qui sont dotés d'un parking, combien de places ils ont et combien sont obligés à faire une mise aux normes avec de la création de stationnements vélo. Et puis également, c'est important sur son patrimoine d'observer les usages, comme ce qui était dit en introduction, de suivre un peu le remplissage des différents parkings pour étendre ceux qui sont les plus utilisés et puis éventuellement redisposer autrement ceux qui sont les moins utilisés. Ensuite, sur le territoire, il va y avoir une petite vigilance aussi du service en charge de l'instruction des permis de construire. Donc, par une information des promoteurs sur les projets qui ne seraient pas conformes. Alors, sur ce point, le permis de construire ne contrôle pas le code de la construction et de l'habitation, le respect du CCH, mais on peut toujours conseiller de faire mieux. Donc, voilà, dans les échanges avec les promoteurs, n'hésitez pas à porter un message de conseil. Et puis, si on a un projet qui ne respecte toujours pas ces règles-là, ne pas hésiter à le signaler au service qui est en charge du contrôle des règles de la construction, qui prendra les mesures nécessaires. Voilà sur les obligations dans les bâtiments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. Je ne suis pas sûre que je les vois toutes. Je ne vois pas de main levée. Je continue. Donc, dans les PLU, qui est quand même un document structurant pour la collectivité, l'idée, c'est que le Code de l'urbanisme prévoit que dès que vous fixez des obligations pour le stationnement des voitures, vous devez fixer des obligations pour le stationnement des vélos qui sont au moins égales aux obligations qui sont fixées dans le CCH, donc les obligations qu'on vient de voir. Donc, pour rappel, c'est jamais obligatoire de fixer des normes de stationnement automobile. C'est une possibilité qui est offerte au maire ou au président de l'EPCI, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, dès que vous mettez l'obligation de créer du stationnement pour véhicules automobiles, vous êtes obligé de respecter donc toutes les obligations du CCH. Alors, le conseil qui marche pas mal, c'est à ce moment-là de fixer par renvoi
les obligations renvoient vers le CCH. Comme ça vous permet d'avoir un PLU qui est toujours légal en cas d'évolution des règles. Si vous faites du copier-coller, ça marche moins bien pour les évolutions. Voilà pour les règles du Code de l'urbanisme. Ensuite, donc le Code de la voirie routière. Là, ça concerne plutôt la mise en conformité de la voirie dès que vous faites même des travaux de mise en accessibilité, de mise en sécurité des passages piétons. Donc, pour rappel, on ne doit avoir aucun emplacement de stationnement sur 5 mètres en amont des passages piétons. Donc là, vous voyez sur la petite illustration, le CEREMA recommande d'ailleurs que ça soit un peu plus en fonction de la vitesse autorisée. Donc là, je vous ai mis pour mémoire dans les rues à 50, le CEREMA recommande sur 10 mètres. Tout ça, c'est pour des questions de visibilité des piétons à la traversée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace en amont des passages piétons? Eh bien, miracle, le stationnement vélo est autorisé. Ça veut dire que vous pouvez supprimer toutes les places qui sont non recommandées ou non réglementaires en amont des passages piétons et les transformer en stationnement vélo. Donc, pour mémoire, une place de stationnement voiture, en général, permet de garer 10 vélos. Voilà, 8 à 10, en fait, selon le confort. On peut évidemment mettre aussi un petit peu de végétalisation, toujours en évitant l'effet masque, donc avec des questions de hauteur à respecter. Donc là, je vous ai mis un lien. Il y a un rendez-vous mobilité du CEREMA qui a été fait sur ce sujet, donc vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Ensuite, une autre obligation dans le Code des transports. Donc, on a toute une liste de gares de voyageurs qui sont soumises à obligation d'équiper la gare en stationnement vélo. On a donc un décret qui date de 2021 qui liste un peu plus de 1000 gares qui sont soumises à une obligation avec un nombre de places à créer sur environ 3000 gares existantes. Donc, un tiers des gares de France sont soumises à cette obligation. Donc ensuite, il y a des détails dans la réglementation. L'idée, c'est vraiment pour améliorer l'intermodalité entre le train et le vélo. Et puis que les vélos puissent être en sécurité pendant tout le trajet, y compris si c'est du trajet pendulaire, pendant toute la journée. Voilà. Sur la petite faiblesse du texte, c'est que en fait, on n'avait pas de désignation de l'autorité responsable de la réalisation de ces places. En revanche, le plan de relance a permis de conventionner la réalisation avec le soutien financier de l'État. Donc, ça a permis de faire bien avancer ce sujet-là. Donc, vous, en tant que collectivité, vous pouvez pousser les réalisations en mettant le foncier à disposition, en cofinançant éventuellement pour que ça aille plus vite. Le dernier point réglementaire, il est dans le Code des transports, à savoir dans les plans de mobilité. Donc, quand vous réalisez un plan de mobilité, on a une petite disposition qui prévoit qu'il doit définir des zones de stationnement de vélo. Alors, dans 3 endroits particuliers, les gares, les pôles d'échange multimodaux. Donc là, c'est en lien avec ce qui vient d'être dit, mais aussi en entrée de ville. Alors ça, si quelqu'un comprend cette disposition, je veux bien une explication de texte parce que je n'ai pas compris pourquoi en entrée de ville, il fallait poser son vélo. Je ne vois pas ce qu'on fait après. Mais voilà, en tout cas, les 2 premiers points, ils sont vraiment cohérents avec tout ce qui a été dit avant. Voilà, j'ai été un petit peu rapide pour laisser la place aux questions ou aux présentations suivantes. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. En tout cas, tous les liens vous permettront d'aller plus loin. Et voilà l'adresse mail du service si vous avez des questions sur la réglementation. Merci beaucoup, Suzanne, pour cette présentation. Je vais prendre quelques questions dans le chat, des questions qui ont été posées à l'écrit. Alors. Moi, je ne les vois pas du tout, c'est normal? Oui. Okay. Je pense qu'elles sont dans la conversation, mais ouais, je pense non, mais que ça s'actualise pas chez moi. Ah, peut-être avec le navigateur, peut-être que c'est pas fait pareil. Ouais, ok.
Donc, il y a une question de François qui dit si on est dans un service public hébergé par un immeuble privé récent, entre parenthèses une copro, qui a un parking sans place de vélo accessible, mais un garage vélo sécurisé avec un badge, du coup, qu'en est-il en fait? Pas vraiment que ce parking vélo n'est pas vraiment accessible au public comme il est sécurisé. Alors en fait, il y a pour le service public, pour les bâtiments existants, l'obligation de mise en conformité, c'est uniquement pour les travailleurs, les quotas qui sont définis actuellement. En revanche, avec l'application de la directive européenne qu'on est en train de transposer, on aura aussi besoin de place pour les clients. Donc ça va être une autre mise en conformité qui va être nécessaire. Et de mémoire, c'est aussi 15% des clients. Donc, si vous avez un service qui accueille 100 personnes par jour, enfin 100 personnes, non, c'est en simultané, 100 personnes en permanence dans les bureaux, il vous faudra 15 places vélo. Merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Simon qui demande, donc c'est par rapport aux 5 mètres avant les passages piétons. Il demande à confirmer si cette obligation s'applique bien à partir de 2026. Alors, c'est une date qui me dit quelque chose. Je suis pas sûre de. Pour moi, elle s'appliquait déjà. Mais je cherche la réponse. Ok, ça marche. Bon, on pourra reconfirmer à Simon Oui, ultérieurement si besoin. sinon je vais chercher après et je vous mettrai Oui, dans le chat ça marche. pendant que les Merci. autres parlent. Ah, il y a Simon qui lève la main, donc je vais ouvrir le micro. Voilà, Simon, je vous ai autorisé à déverrouiller votre micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Ok. Non, c'était. Moi, j'avais en tête. Donc, Simon Burkovic, je suis à la communauté de communes du Genevois, en Haute-Savoie. Voilà. Euh, euh, J'avais compris que là, pour tous travaux qu'on réalise sur la voirie, on a l'obligation, déjà, dès aujourd'hui, de faire cette mise à 5 mètres des stationnements. Par contre, j'ai compris que partout ailleurs, c'est-à-dire là où il n'y a pas de travaux particuliers de prévus sur la voirie, l'obligation s'applique à partir du 1er janvier 2026. C'est-à-dire que normalement, l'ensemble des places qui existent encore aujourd'hui dans les villes en France, dans les 5 mètres des passages piétons, le 1er janvier 2026, normalement, elles ont l'obligation de disparaître et d'être remplacées par ce que vous avez évoqué, soit du stationnement vélo, soit rien du tout, soit éventuellement de la visualisation de masse. Voilà. Et moi, c'était les informations que j'avais, c'est pour ça que je demandais confirmation si vous aviez bien Eh les mêmes, bien, du coup, je infos. suis allée regarder parce que là, je vous ai mis qu'un extrait de l'article et c'est tout bêtement écrit dans l'article sur lequel donc, vous pourrez cliquer. Mais les dispositions de présent article sont applicables en effet donc, lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de réfection des chaussées. Donc, ça, c'est ce que vous avez dit. Et deuxième bon point, la mise en conformité doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2026. Voilà. Ah, on a jusqu'à la fin 2026. Ouais. Voilà. Donc, Merci. merci pour cette super remarque. merci beaucoup. Il y a une question également sur les motos-scooters. Sont-ils autorisés à stationner sur des arceaux vélos dans le domaine public? Eh bien, souvent non, en fait. Et d'ailleurs, le stationnement moto et scooter n'est pas autorisé dans les 5 mètres précédant les passages piétons. Parce que, en fait, c'est des engins qui sont plus gros, plus massifs, qui font des masques à la visibilité. Donc là, déjà, c'est non. Et puis, on a beaucoup de stationnements vélos qui sont sur des trottoirs, sur des espaces piétons. Voilà. Et autant les vélos sont autorisés par le code de la route à stationner sur les trottoirs, autant les deux roues motorisées, c'est un stationnement qui est considéré comme très gênant. Donc c'est 135 € d'amende et voilà. Et c'est mal. Donc, non, en général, il faut prévoir des stationnements séparés pour les deux roues. Et justement, ça, c'est aussi une petite vigilance qui peut être faite par les collectivités. Si vous voyez des parkings vélos qui sont utilisés par les deux roues, c'est qu'il manque un stationnement de roues sécurisé quelque part. Donc, ça permet aussi, en observant la vie de son stationnement vélo, de voir ce qui manque. Et c'est vrai que les deux roues sont pas forcément super bien traitées dans toutes les villes. Bon, même si en théorie, ils ont l'obligation de se mettre sur les places de voiture, ils le font pas parce qu'il y a toujours la crainte que ça soit abîmé, qu'une voiture fasse un créneau un peu trop serré. Voilà. Donc, faut avoir ça en tête. C'est interdit sur les trottoirs, mais s'ils le font, c'est en général qu'il n'y a pas d'autres solutions qui sont proposées.
Merci beaucoup. Il y a Véronique qui demande, pouvez-vous rappeler à partir de quel nombre de places voitures le parking doit accueillir du stationnement vélo? Pour combien d'emplacements vélo? Alors, le seuil d'emplacement voiture, c'est quand on fait des travaux sur un parking. Donc, c'est quand on a un parking qui fait 10 places ou plus et qu'on fait des travaux dessus, là, on est obligé de faire du stationnement vélo. Sinon, quand on crée un bâtiment neuf, c'est dès la première place. Dès qu'on fait un bâtiment avec un parking, on fait du vélo. Très clair, merci beaucoup. Et peut-être deux dernières questions avant qu'on passe à la suite. Donc, c'est une question de Monsieur Talarczyk, désolée si j'écorche ça. Les pôles d'échange multimodaux ont-ils les mêmes obligations de capacité de stationnement que les gares? Alors, ils n'ont pas d'obligation. En fait, dans le plan de mobilité, il faut les traiter. Après, on n'a pas un quantitatif qui est fixé comme pour les gares par un décret. Donc, c'est vraiment au plan de mobilité de définir les pôles d'échange. Je pourrais revérifier aussi si vous souhaitez. Ok, ça marche, merci. Et ensuite, il y a une question qui est un petit peu double, elle a été posée différemment, mais c'est une question par rapport aux gares. C'est Robin et François qui se posent la question de qui doit se charger de mettre du stationnement sécurisé en gare. Est-ce que c'est la SNCF, le PCI, la région, etc. Eh ben, justement, c'est ce que je disais Ouais. à l'oral, que le texte n'avait pas fixé qui devait remplir cette obligation. Donc, ça a été en fait la, c'était peut-être ceux qui avançaient le mieux pour la gloire qu'on a été récompensés. En tout cas, il y a eu des conventions financières avec l'État, donc pour la SNCF. Donc SNCF, je crois que c'est avec la filiale Gare et Connexion qui a une convention donc pour mettre en conformité toutes les gares. Et en Île-de-France, c'est avec Île-de-France Mobilité. Donc voilà, la logique a été celle-ci. Ensuite, il y a des collectivités qui ont poussé, qui ont fait avant les conventions et du coup qui ont mis en conformité leur gare avant que tout ça se mette en place. Et c'est très bien. Et il y a même beaucoup de gares qui dépassent les objectifs fixés par les décrets. Donc, Super. Ben, merci beaucoup, Suzanne, d'avoir assuré de cette rien. présentation et d'avoir répondu aux questions. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se rajouter, mais au cas où, on pourrait y répondre par écrit Pas de si jamais souci. ça Et je s'affiche. reste branchée s'il y a des questions. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, on va accueillir Laura Dumont-Mollard de Grenoble pour un retour d'expérience par rapport justement à l'implantation de stationnement en zone résidentielle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Et Et on on voit la voit aussi l'écran. présentation quand Oui, elle tourne? Parfait. parfait. Je me mets peut-être pas en grand écran, après j'ai peur de vous perdre, mais je me mets au moins comme ça si c'est bon pour vous. Donc effectivement, Laura Dumont-Mollard, donc je suis au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Donc l'aire grenobloise, c'est Grenoble et sa métropole, mais aussi deux communautés d'agglos voisines, à savoir le Pays Voironnais et le Grésivaudan. Et sur ce territoire-là, moi, je suis en charge du déploiement des services et équipements vélo et notamment du stationnement vélo sécurisé. Donc, pour vous faire un petit focus sur le stationnement plus particulièrement résidentiel, mais ça s'inscrit quand même dans une logique assez historique sur notre territoire. Concrètement, on est sur un peu plus de 10 ans de déploiement de stationnement vélo. Si on a commencé avec tout ce qui était gare et P+R, parce que c'est là où on avait identifié le besoin, depuis 2018-2019, on a effectivement implanté ce qu'on appelle des mini-box qui ont vraiment vocation à venir répondre à ce besoin de stationnement résidentiel. Aujourd'hui, effectivement, on a un peu plus de 70 sur l'ensemble du territoire. Pour vous présenter un peu visuellement de quoi on parle, donc on a sur le territoire des parcs à vélo, des consignes vélo qui sont un peu capacitaires, qui vont faire de 20 à 500 places. On en a une vingtaine. On a ce qu'on appelle des M-Vélo Box. Pour parler en toute transparence, c'est l'équivalent des Altao Duplex de chez Altinova, donc avec des casiers individuels. Ça, c'est du mobilier qu'on va retrouver plus en fin de ligne de tram, sur des arrêts de transport en commun, des P+R, etc. Ça, on en a un peu plus d'une trentaine. Et après, on a ce qu'on appelle les mini-box, donc qui sont ces consignes un peu format U-chapin. Vous avez, en fait, c'est de la mini collective, puisque une fois que vous ouvrez votre consigne, vous avez dedans 5 places vélo sécurisées. Et donc ça, on en a un peu plus de 70 sur le territoire.
Concrètement, ce mobilier-là, donc ces mini-box qui sont ce qu'on appelle chez nous le stationnement résidentiel, on vient les poser à la demande. En fait, c'est ce qui nous permet de nous assurer d'avoir un bon taux de remplissage de ces consignes et d'identifier un besoin avant de venir implanter ce matériel, en sachant qu'on s'implante sur du stationnement voiture, en lieu et place du stationnement voiture dans ces quartiers. Donc, nous, le stationnement, il est financé par la collectivité, c'est nous qui achetons le matériel, c'est nous qui posons le matériel, mais après, il est exploité par notre exploitant de service vélo. Donc, vous voyez la marque sur les images, donc c'est le service MVélo Plus. Et sur le site MVélo Plus, vous allez avoir la possibilité de demander l'implantation d'une mini-box en tant qu'usager, habitant du quartier ou autre. Sur la page internet, on va donc vous expliquer comment fonctionne plus ou moins cette demande de stationnement. Donc, est-ce que vous remplissez bien les critères d'éligibilité? C'est-à-dire déjà, est-ce que la personne a conscience que c'est un service qui sera tarifé? Je reviendrai après sur les tarifs, mais effectivement, c'est un abonnement. Est-ce qu'il n'y a pas une consigne qui existe dans les moins de 200 mètres et sur lesquels il reste de la place? Parce qu'on a un suivi de notre taux d'abonnement. Et est-ce qu'il y a de l'espace disponible et est-ce qu'il y a plusieurs demandes sur un seul et même secteur? En effet, en général, on attend d'avoir 3 demandes sur un quartier pour venir étudier l'implantation. Après, nous, sur cette base, on passe en faisabilité du projet, donc on étudie en lien avec les intercos, donc que ce soit la métropole ou les communautés d'agglo, les communes concernées, les services instructeurs, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait en interne pour trouver la place la plus adaptée à ce type de mobilier, parce que par exemple, comme on le disait, on va pas venir le mettre directement au droit des passages piétons pour éviter les masques de visibilité. En général, on vient plutôt les mettre en continuité des arceaux, c'est-à-dire que vous allez avoir votre passage piéton, les arceaux, la mini-box, ça fait une espèce de pool de mobilité en entrée de rue qui est assez satisfaisant. On peut aussi avoir un service de free floating, donc de vélo et trottinette en libre service. Donc voilà, en entrée de rue, on va avoir un peu tous ces services-là. Suite à ça, on vient donc planifier la pose. Les mini-box, on les pose avec un camion grue. Donc ça demande quand même une petite logistique, mais ça se fait assez simplement puisqu'il n'y a aucun raccordement. C'est simplement les 4 pieds qui sont spités au sol. Ensuite, une fois la mini-box posée, qu'elle est bien réglée, etc., on passe en mise en commercialisation. Donc on va recontacter les personnes qui avaient demandé l'implantation de la mini-box. Si elles sont toujours intéressées, elles sont prioritaires pour avoir une place. Et ensuite, elle est mise de toute manière sur le site accessible à tout le monde. Donc, juste pour vous montrer un petit peu le back-office de la gestion des demandes. Donc là, par exemple, moi j'ai une carte que je partage avec l'exploitant qui m'identifie toutes les demandes en cours, donc chaque point rouge est une demande, de stationnement vélo à vocation résidentielle. Je mets juste un petit bémol sur le thème résidentiel parce que c'est effectivement notre priorité, c'est-à-dire j'habite ici et je souhaite pouvoir stationner mon vélo et il n'y a pas de stationnement sécurisé dans mon bâtiment. On peut avoir tout de même des demandes de la part d'entreprises ou d'associations, de cabinets médicaux, etc. Les demandes ne sont pas classées comme prioritaires, mais ça ne nous empêche pas d'y répondre. On précise simplement aux demandeurs qu'on leur privatisera pas la box pour eux, c'est-à-dire qu'on va leur bloquer par exemple 3 places maximum dans cette box, que les 2 autres seront mis à la disposition du grand public. Voilà, c'est juste un petit bémol de gestion au cas par cas, mais après ça dépend des règles d'usage de chaque service. Donc ça, moi, c'est la carte qui nous permet d'étudier les demandes. Et là, je les avais décochées, mais je vois aussi les implantations de mes autres consignes. Ce qui me permet de confirmer que quand j'ai une demande à tel ou tel endroit, j'ai pas une consigne juste à côté dans laquelle il pourrait en plus rester de la place. Parce que des fois, c'est aussi une méconnaissance des services parce qu'on passe pas par cette rue, donc on voit pas qu'il y en a une à côté. Donc voilà, ça nous évite de faire trop de doublons. Donc c'est ce que je vous disais, effectivement, la demande est donc recensée par notre exploitant. On travaille en commun avec lui pour identifier le secteur, créer une fiche de suivi, donc qui est un format PDF, mais de présentation, de projection 3D de l'implantation de ce stationnement, qui nous permet ensuite de solliciter les partenaires, les communes, les intercos pour
échanger sur la faisabilité, faire des allers-retours si la fiche d'implantation ne leur convient pas pour adapter le sens d'ouverture, est-ce qu'on ouvre sur le trottoir, est-ce qu'on ouvre sur la voirie, selon la largeur d'un côté et de l'autre. On valide ensuite l'emplacement avant d'organiser la pause et de mettre en service la conseil. Donc tout ça à présenter, c'est assez facile et ça roule assez bien. Dans le meilleur des cas, on va être sur 4 mois de délai entre la demande et la mise en service. Ça, c'est vraiment si on la prend le jour où elle est arrivée et qu'elle répond à tous les critères jusqu'à ce qu'on la pose. Maintenant, avec les allers-retours entre les communes, etc., on va être de 4 mois à 1 an de traitement. Et après, il y a des demandes qui sont qui remontent à il y a plus d'1 an parce que c'est une personne qui demande une consigne à cet endroit-là et pour l'instant, il n'y a qu'une seule demande. Ou voilà. Donc parfois, il nous arrive de travailler avec les communes pour savoir si c'est opportun, même s'il n'y a qu'une seule personne. Est-ce qu'ils pensent pas, est-ce qu'ils peuvent faire de la communication sur le service pour voir si d'autres personnes ne seraient pas intéressées, etc. Donc, ouais, c'est vraiment un service qu'on a pensé à la demande. Parce que donc pour information sur les mini-box sur le territoire Grenoble-Alpes Métropole, on est sur une moyenne de taux d'abonnement de 80-90%. À l'inverse, dans le Grésivaudan, quand on a récupéré la compétence service vélo dans le Grésivaudan, ils avaient déjà acheté ce type de mobilier qu'ils avaient implanté, enfin que les services avaient implanté à un endroit où ça leur semblait pertinent, mais sans avoir identifié de demande en amont. Et quand on a récupéré les consignes, on était sur un taux d'abonnement à 5%. Donc aujourd'hui, on essaie de réorganiser un petit peu ces mini-box là qui sont donc sur le Grésivaudan pour répondre à quelques besoins qu'on a pu identifier. Mais les besoins sont bien moins marqués parce qu'on est sur un territoire plus rural, donc le besoin n'est pas le même que dans le centre-ville de Grenoble ou des villes voisines. Donc voilà, c'est vraiment cette logique de à la demande qui fait aujourd'hui la réussite du service, même si alors, on n'en est pas au cas de Paris, mais on peut quand même être classé comme victime de son succès parce que c'est pas toujours possible de répondre dans les temps à chaque demande. Voilà, donc je vous parlais effectivement du tarif. C'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais les mini-box fonctionnent avec une clé. On n'est pas avec un accès par badge ou téléphone ou autre. Aujourd'hui, on est assez rustique là-dessus. Ce qui fait qu'on va essentiellement être sur des abonnements à l'année. Donc on est à 49 € l'année. On peut avoir des abonnements au mois, mais ça demande quand même l'envoi ou la récupération d'une clé, donc bon, c'est une logistique. Mais par contre, dans les consignes collectives que je vous présentais tout à l'heure, on est là avec un abonnement, avec un accès par badge ou par code envoyé par SMS. Donc on peut avoir des durées beaucoup plus courtes, au jour, à la semaine, ce qui va bien fonctionner dans les gares. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas une pertinence sur du plus court pour le résidentiel, mais avec la clé aujourd'hui, c'est pas le choix qui a été fait. Et à côté de ça, effectivement, on déploie énormément d'arceaux. Alors ça, c'est la métropole de Grenoble qui le fait en tant que gestionnaire de voirie, notamment pour se mettre en conformité sur ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au masque de visibilité. Sauf que je me demande si en termes de date, en tant que métropole, il n'y avait pas un délai encore plus court, mais bon, voilà, c'est une offre complémentaire sur du stationnement sécurisé. En termes d'accompagnement, on essaie aussi de se faire justement d'être accompagnateur sur les projets que promoteurs ou les syndics qui peuvent nous contacter en disant voilà, j'aimerais bien reprendre du stationnement vélo mais je sais pas comment faire ou qu'est-ce qui peut exister, etc. Donc on a un petit peu de documentation technique des fournisseurs avec lesquels on travaille ou de recommandations d'installation d'arceaux qu'on applique nous sur la voirie. Et à côté de ça, quand on peut, on les redirige vers Alvéole+, pour qu'ils puissent trouver une solution. Donc ça, c'est un peu plus selon les sollicitations et selon le temps disponible. Mais on essaie quand même d'être présent pour accompagner ces porteurs de projets-là, parce que malgré tout, on souhaite pas, enfin, on n'a pas vocation à pallier entièrement ce problème-là, mais bien à venir répondre quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, notamment dans le centre-ville de Grenoble, on s'arrêterait jamais. Voilà là-dessus. Et ensuite, je vous ai simplement mis quelques exemples d'implantation pour voir un peu in situ les réalisations. Donc effectivement, enfin, comme je disais, il n'y a pas de raccordement, c'est vraiment juste 4 pieds que vous pouvez voir, qu'on vient ensuite splitter dans l'enrobé et qui ne bouge plus. Pour le coup, oui, c'est le modèle de consigne, enfin, c'est un des modèles de consigne où on a le moins d'effraction.
Parce qu'en fait, vous êtes dans des quartiers résidentiels, donc il y a beaucoup de passages. Dedans, il y a que 5 vélos, entre guillemets, donc c'est quand même pas très intéressant de s'embêter, entre guillemets, à fracturer un mobilier pour avoir que 5 vélos sans trop savoir ce qu'il y a dedans, etc. Donc bon, pour l'instant, c'est une sécurisation qui convient. Je voulais simplement finir avec quand même, enfin, donc là, je vous ai présenté le service, mais il y a encore quelques questions qui se posent à nous. Euh, alors, il y a des enjeux d'accessibilité parce qu'on vient en grue, il faut avoir des places de parking qui soient assez larges pour accueillir ça, pour accueillir ce mobilier. On a aussi un enjeu, là, par exemple, sur la première photo en haut à gauche, la consigne a été posée plus ou moins au milieu de la rue. Ça pose des enjeux de voitures qui vont potentiellement venir percuter la mini-box d'un côté ou d'un autre. Donc ça pose la question d'installer des potelets. Autant que possible, on essaie de libérer l'espace urbain de ces potelets, mais bon, parfois c'est nécessaire parce que sinon on a trop de dégradation de matériel. Quand c'est pas les potelets, ça pose quand même la question du tag et de l'entretien dont on parlait en introduction, hein, mais effectivement, c'est du mobilier urbain dans des zones urbaines, donc voilà, la question du tag notamment est souvent soulevée. L'acceptabilité des riverains, alors même si c'est pas eux qui vont décider parce qu'on n'est pas dans une phase de concertation, malgré tout, quand une mini-box arrive dans la rue, on peut avoir des retours de personnes insatisfaites. Si on a un soutien assez fort sur le territoire des élus sur les projets, c'est pas magique non plus, donc il peut nécessiter une phase d'explication, d'échange avec certains, que ce soit des associations ou autres. Et enfin, je vous le disais ça tout à l'heure, des demandes d'associations et d'entreprises, parce que la possibilité de demander du stationnement est ouverte à toutes et tous. Donc, il y a un filtre à faire ou pas, hein, mais simplement, c'est à prendre en compte qui est à l'origine de la demande et à qui est-ce qu'on souhaite répondre en priorité avec ce matériel. J'ai pas pensé à vous mettre une slide avec mes contacts, mais je pourrais le faire avant de vous envoyer la présentation. Mais voilà pour ce qu'on propose aujourd'hui en termes de stationnement résidentiel. Je peux répondre aux questions s'il y en a quelques-unes. Merci beaucoup, Laura. Alors effectivement, il y a quelques questions. Il y a la première question de Simon. Sur ces différents équipements, avez-vous des raccordements électriques pour permettre la recharge de VAE? Et si oui, avez-vous des retours d'expérience sur ces recharges? Donc sur les mini-box, non, comme je le disais, on est vraiment sur du mobilier le plus léger possible. Les MVelo Box, c'est pareil, c'est sans raccordement. Par contre, sur les parcs à vélo, les consignes collectives, alors dans les faits, on a 2 consignes aujourd'hui avec de la recharge VAE. On a fait le choix de faire une tarification unique pour tout le monde, quel que soit le vélo. Donc, simplement, quand ils prennent leur abonnement, ils ont la possibilité de dire je veux une place avec de la recharge VAE. On n'a pas aujourd'hui de retour précis, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prises d'assaut non plus. Notamment sur Grenoble, on est sur un territoire assez plat, donc le VAE, c'est pas encore une priorité. Quand on va un peu plus sur le Voironnais, etc., la question se pose un peu plus. Voilà, pour l'instant, on est en phase de test, entre guillemets. Quand on implante une nouvelle consigne, on essaie d'identifier le besoin, savoir si c'est nécessaire ou pas. Mais bon, ça fonctionne. Après, quand on fait on n'a pas de... Aujourd'hui, on n'a pas de suivi de la fréquentation. C'est-à-dire que là, moi, je vous parlais de taux d'abonnement. J'ai pas un suivi en temps réel du taux d'usage de chaque site de consigne et notamment des abonnements, enfin des emplacements équipés VAE. C'est une question qu'on commence à se poser sur certaines consignes pour envisager de faire du surbooking, chose qu'on ne fait pas du tout. C'est ça que je l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, nous, un abonnement d'usager égale un contrat égale une place en consigne numérotée. Donc chaque abonné a sa place. Et ce, quelle que soit la dimension de la consigne. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, mais notamment on fait pas de surbooking. Donc voilà. Et du coup sur les VAE, j'aurais pas de retour précis, à part de dire que c'est apprécié par certains, mais qu'on le fait pas sur la totalité de nos places parce que ça coûte trop cher et qu'aujourd'hui on n'a pas un besoin aussi fort qui nous a monté. Il y a une deuxième question de la mairie de Miramas. Qui délivre cette consigne et à quel prix pour la collectivité? Alors nous, les mini-box, on passe par la CATP pour les commander auprès de Altinova. Donc c'est des Altaopod. Alors je veux pas dire de bêtises que j'en ai pas recommandé là dans les 10 derniers mois, donc je sais pas quelles sont leurs évolutions de prix, mais à l'époque on était
à 7 ou 8 000 euros la box de 5 places. Après, là, c'est pareil, on le disait aussi au début, effectivement, on est sur des box qui sont assez contraignantes en termes de modèle de vélo. Ça va être du vélo classique ou VAE, mais sans panier, sans siège bébé. Si on est sur des long tails ou vélo un peu rallongé, ça passe pas. Donc, je sais qu'ils font d'autres modèles selon le besoin, si c'est pour du plus touristique, plus temporaire, etc. Mais nous, pour l'instant, on est sur ce choix-là, notamment en se disant qu'aujourd'hui, si j'achète un vélo long-tail électrique à 4 000 euros, en général, je sais où est-ce que je vais le garer avant de l'acheter. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question pour pouvoir encourager des gens à changer de mode de déplacement et de se dire, OK, j'ai la possibilité de garer mon vélo spécial, donc je peux me permettre d'en acheter un. Voilà. Et il y a une dernière question de Robin Herlez. On s'interroge justement sur les questions de maintenance, gestion des inscriptions, clés, etc. Quel est le coût de l'entreprise d'exploitant pour le territoire grenoblois? Combien sont-ils? Ouais. Alors, le coût de l'exploitant, faudrait que je re-regarde. Je crois que l'entretien de la box à l'année, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais on doit être. J'ai envie de dire 400 euros, mais je suis pas sûre du tout. Je vous remettrai le mail, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi. Je pourrais même vous détailler qu'est-ce qui est attendu de l'exploitant et qu'est-ce que nous on prend en charge, voilà. Par contre, nous, en fait, l'exploitant, donc c'est MVélo Plus, c'est un seul et même service. Ils nous font la location des 12 000 vélos qu'on a en location, la gestion des 120 sites de consigne, soit un peu plus de 2000 places, et ils nous font de l'animation et de la communication. Donc tout ça, c'est un seul et même marché, et ils sont une quarantaine à travailler là-dessus chez l'exploitant. Après, pour l'entretien des consignes en tant que tel, c'est estimé à l'équivalent de 3 ETP pour la gestion de l'entretien préventif et curatif de nos 120 sites de consigne. Après, ils font aussi l'entretien des agences qu'on a de location, de notre technicentre, etc. Donc, je pense qu'en réalité, en termes d'ETP pour les consignes, si on voulait avoir un vrai niveau de service élevé, avec 2 ETP, ça semble jouable. Après, plus le territoire s'agrandit, plus ça devient stratégique. Et pour les coups, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais si ça vous intéresse, il n'y a pas de difficulté pour vous partager quelques éléments. Voilà, je ne vois pas de questions complémentaires. Merci encore pour cette intervention qui était très intéressante. Avec plaisir. Et je reste connectée si jamais il y a des questions plus tard, je pourrai y répondre. Et du coup, on va pouvoir passer à la présentation suivante de Jean-Loup Prezelin de la FUB. Bonjour à tous. Je vais partager ma présentation directe dans Teams. Et je pense que désormais, vous devez la voir. Oui, c'est bon, merci. C'est tout bon. Génial. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Jean-Loup Prezelin, je suis chargé de promotion pour le programme EOPV initialement, mais mon collègue étant en arrêt, je vais le remplacer sur la présentation d'Alvéole Plus, que je connais un petit peu quand même. Donc je serai en mesure normalement de répondre à vos questions. Donc tout d'abord, c'est un programme qui est porté par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, que vous connaissez peut-être. Cette fédération, elle agit sous 2 formes. La première, ça va être une action de plaidoyer auprès des instances des collectivités, notamment grâce à son réseau d'associations, puisque la FUB est une fédération qui rassemble à peu près 500 associations de vélo partout en France. Et le second volet, ça va être les programmes C2E, et donc, dont Alvéole Plus. Donc ces programmes C2E, ce sont des programmes de subvention financés par les certificats d'économie d'énergie sur des thématiques à chaque fois bien spécifiques. Et donc là, on est sur le stationnement vélo. Pourquoi c'était important pour la FUB de se positionner sur le stationnement vélo? Parce que la vision de la FUB, c'est d'avoir un système vélo efficace. Et si on veut que ce système soit efficace, il faut avoir un écosystème vélo, au même titre que, par exemple, la voiture peut avoir son écosystème. Si vous avez un problème avec votre voiture, vous allez chez le garagiste. Vous avez tout un lot de services qui est fait pour ça, pour aller faire nettoyer sa voiture, pour la réparer, pour la nettoyer, etc.
eh bien, en fait, il faudrait à peu près la même chose pour le vélo. J'ai pas dit, bien sûr, le stationnement voiture est largement développé dans nos villes et même en périurbanité ou dans le rural. Et donc, à ce titre-là, on souhaite aussi pour que ce système vélo et cette part modale en France puisse se développer. Je crois que l'objectif en 2030, c'était d'arriver à 12%. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 3-4% en moyenne, donc on voit bien qu'on y est un petit peu loin. Voilà. Et puis au-delà de ça, le vélo, une fois qu'il réussit à se développer, ça devient un enjeu de santé publique, évidemment un enjeu environnemental, de qualité de vie, puisqu'on a, on a moins de nuisances sonores, par exemple, et de pollution lorsqu'on se déplace à vélo, et économique. On considère à peu près en moyenne que l'entretien d'un vélo va coûter 10 fois moins cher que l'entretien d'une voiture. Il y a un certain nombre d'études qui le montrent. Ce programme Alvéole+, il vient aussi répondre à des enjeux qui ont été pour nous déterminés par une étude de l'ADMA qui fait partie de l'AFUB et qui montre que la plupart des vols de vélo, donc 60% des vols, ont lieu dans l'espace public. Et comme le rappelait Paul tout à l'heure dans la présentation, le vol, c'est un vrai frein à l'utilisation du vélo. Parfois, on s'en rachète pas, parfois, on s'en rachète un, mais un petit peu moins de qualité, et c'est bien dommage. Et donc, nous, l'AFUB a souhaité se positionner dessus et faire en sorte qu'on puisse accompagner des collectivités et d'autres organismes à réaliser du stationnement vélo sécurisé et de qualité un petit peu partout. Vous voyez que là, par exemple, sur la diapo, le chiffre de 350 000, on estime que les vols, ça représente entre 350 000 et quasi 600 000 vols de vélo par an en France. Voilà un petit peu pour l'introduction. Et ensuite, ça va être la présentation très concrète du programme, donc ce que propose le programme Alvéole+, comment on s'inscrit, les modalités, etc. Et puis ensuite, on aura un petit témoignage d'une collectivité donc de la commune de Billy-Berclos qui a bénéficié à la fois d'Avélo et à la fois d'Alvéole+. Donc le programme c'est quoi? Très concrètement, ça se divise en 3 étapes que vous voyez à l'écran. Donc le programme, il existe depuis 2000. Celui-ci, il a été lancé en 2021, je crois, et donc on arrive à la fin du programme, et c'est pour ça que vous voyez des dates butoirs. Je vais y revenir un petit peu plus en détail juste après. Donc, il y a une première étape qui est le conseil à la maîtrise d'ouvrage. Là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au plus possible sur ce sujet-là pour faire en sorte que vous puissiez déployer un stationnement en adéquation avec le besoin de vos usagers et le plus sécurisé possible aussi. Donc nous, on recommande vivement aux collectivités qui le souhaitent d'aller vers cette prestation de conseil. Alors, ce n'est pas possible pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. D'ailleurs, il y a une erreur sur la slide, puisque au-delà, on considère que la collectivité va avoir l'expertise nécessaire en interne. En revanche, pour les plus petites collectivités, c'est tout à fait souhaitable. Ensuite, la seconde, c'est celle qui vous intéresse sûrement le plus, c'est d'aller vous faire cofinancer du stationnement vélo sécurisé. On va être sur 40% en hors zone à faible émission. Et si vous êtes dans une zone à faible émission, dans l'urbain ou le périurbain, vous allez avoir le droit à 50% de prise en charge. Par ailleurs, le nombre de projets est illimité, donc c'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrit en tant que collectivité sur notre plateforme, on va pouvoir déposer un certain nombre de projets. Et du coup, si vous avez 10 projets sur la plateforme, vous allez pouvoir bénéficier de 10 fois notre prime. Et donc là, on arrive sur quand même quasiment la fin du programme, sur la dernière année. Et donc la date butoir pour venir demander un cofinancement de vos stationnements, là, elle est fixée au 15 mai 2025. Je n'ai pas rebondi sur la première date butoir, mais pour le conseil à la maîtrise d'ouvrage, c'est un peu après. Parce que il n'y a pas forcément de lien entre les deux étapes. Vous pouvez très bien demander le conseil à la maîtrise d'ouvrage et ne jamais aller plus loin et vous faire cofinancer du stationnement sécurisé. En revanche, vous pouvez aussi sauter la première étape et aller directement vous faire cofinancer du stationnement. C'est pour ça que les deux dates sont différentes.
le conseil et la maîtrise d'ouvrage prenant un peu moins de temps pour le bénéficiaire, on a plus de temps en 2025 pour pouvoir aller le demander. Et la troisième étape, mais ça s'adresse seulement aux collectivités qui vont avoir des compétences dans les établissements d'enseignement ou dans leurs habitats sociaux, ça va être de la formation à la mobilité vélo une fois que le stationnement est réalisé. Ça, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre également dans ce programme, c'est qu'on s'adresse à un certain nombre de cibles. Et dans ces cibles, on peut retrouver les collectivités. Donc, dans les copropriétés privées, a priori, il n'y a pas de collectivités qui ont la compétence dessus. En revanche, une collectivité peut avoir des compétences dans l'habitat social, peut avoir des compétences aussi dans les gares, dans les pôles d'intermodalité. Et donc là, elle va pouvoir déposer des projets. Également dans les écoles. Et aussi et surtout dans tout ce qui est espace et sites publics, donc aux abords d'une mairie, à côté d'un abribus dont le foncier appartient à la commune ou à la collectivité, etc. Donc en fait, lorsque vous allez vous rendre sur la plateforme et vouloir déposer un projet, vous allez cocher en fait une cible. Donc si vous êtes à proximité d'un habitat social, ce sera cette cible-là à aller cocher, et ainsi de suite. Point important quand même sur l'éligibilité au programme. Dans le cas où, par exemple, vous déposez un projet de stationnement à côté d'une mairie, il faut regarder quand ce bâtiment a été construit. Et pour que ce soit éligible, il faut que le permis de construire du bâtiment ait été déposé avant 2017, puisque après, il y a une loi qui s'appelle la loi LOR qui vient imposer la création de stationnement vélo dans les immeubles, dans les bâtiments neufs. Et donc, ça, c'est dans le cadre de la négociation des C2E au départ, ça n'était pas pris en charge. Donc, c'est forcément sur du bâtiment existant et c'est pas du tout sur du neuf. Vous retrouvez à droite la liste des bénéficiaires éligibles au programme, donc on va dire tous les statuts, acteurs publics, privés, parapublics. Le meilleur moyen pour savoir si vous êtes éligible, mais de toute façon, il n'y a pas de problème puisque vous êtes une collectivité. Si vous voulez le faire par curiosité, vous allez sur notre plateforme, vous rentrez votre numéro de SIRET et si tous les champs se remplissent automatiquement, c'est bien que vous êtes éligible au programme. Si on rentre maintenant dans le détail de chaque service, de chaque étape, donc on a premièrement le service conseil si vous êtes éligible et si vous souhaitez en bénéficier. Donc là, pour les collectivités, on va être sur un service conseil express. On dit express quand le bureau d'études ou le conseiller va vous apporter une journée de conseil, approfondi, c'est 4 jours, mais c'est pour d'autres cibles. Le but ici, c'est d'avoir un premier temps d'échange par téléphone avec ce conseiller pour bien cerner votre projet. Ensuite, une fois que vous avez fait ce premier échange-là, il va pouvoir vous faire des premières propositions et généralement, ça se fait lors d'une réunion de lancement en visio. Du coup, pas sur site puisque en une journée, on n'a pas le temps de tout faire. À la suite de cette réunion, vous définissez plus en détail tous les contours de votre ou de vos projets. À la suite de ça, il va vous faire un rapport avec des études d'une ou plusieurs solutions détaillées. Et donc, c'est ce qu'on nous on appelle du coup le rapport de synthèse d'intervention du conseiller. Et dedans, on va trouver un certain nombre de choses. Donc, il va faire un premier diagnostic du site sur lequel vous voulez implanter du stationnement, une évaluation de la capacité de stationnement, présentation de toutes les solutions qui sont envisagées, donc une ou plusieurs. Là, il peut aller assez loin, c'est-à-dire faire des recommandations sur le type de stationnement qu'il faut mettre, mais aussi le dimensionnement. Et ça, c'est très important puisque toutes les collectivités n'ont pas l'expertise et la connaissance nécessaire pour savoir comment on peut déployer un stationnement de qualité, etc. Évidemment, il fait une étude de coût pour chaque solution qu'il va proposer. Il va également proposer d'autres ressources. Des fois, il propose un petit accompagnement juridique, puisque une des interventions précédentes le rappelait, il y a un certain nombre de réglementations à respecter sur le stationnement. Et donc, il est aussi là pour répondre à ces enjeux et à ces questions-là. Donc, une fois que vous sortez de cette
de cette prestation de conseil, vous avez un petit peu une étude qui est préfaite et vous allez pouvoir vous en servir par la suite sur la seconde étape pour vous faire financer du stationnement, pour déployer la solution qui vous paraît la meilleure, en tout cas celle qui est envisageable. Celles et ceux, les collectivités qui ne vont pas pouvoir bénéficier du conseil, on a quelques ressources quand même, si vous ne pouvez pas faire intervenir un bureau d'études, parce que c'est un coût hors du programme, évidemment. Nous, ce qu'on propose, c'est peut-être déjà d'aller faire un tour sur le baromètre des villes cyclables, qui s'appelle désormais le baromètre vélo. Et donc, en tapant votre commune, vous allez pouvoir vous rendre compte de là où les usagers, donc les habitants, ont pu faire des propositions, des suggestions. Et il y a notamment des suggestions sur le stationnement, donc ça tombe bien. Et donc là, on peut voir les points noirs, là où il y en manque, et les points de suggestion où les usagers souhaiteraient qu'il y ait plus de stationnement. Voilà pour la partie conseil. Et point très important que j'ai pas mentionné, c'est que la prestation de conseil, lorsque vous l'avez demandée, elle ne vous coûte rien, donc elle est 100% prise en charge. Il n'y a pas d'avance de frais à faire. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme, il n'y a pas d'histoire de devis ou de facture. Il n'y a rien à dépenser. Sur le service stationnement, désormais, donc là, on va venir vous proposer le cofinancement de 3 types de configurations. On va avoir tout ce qui est consigne sécurisée avec attache à l'intérieur. Donc quand on dit consigne sécurisée, c'est avec un système de fermeture digicode ou par clé, souvent c'est par badge digicode. On va avoir derrière donc ce qu'on appelle les abris ouverts avec attache, donc ce qu'on peut voir généralement dans les espaces publics. Voilà, un abri qui protège des intempéries et des arceaux qu'on va mettre en dessous. Si jamais vous avez parfois vous avez ça dans les collectivités, des préaux ou déjà des abris, des hangars ou que sais-je, qui protègent déjà des intempéries, vous pouvez demander via notre subvention juste les arceaux et ne pas commander un abri supplémentaire. On a aussi donc tout ce qui est rénovation de locaux qui étaient destinés à du stationnement vélo ou non, et dans lequel on vient insérer donc des arceaux. Ça peut être l'aménagement de parking souterrain, par exemple. Ça, c'est déjà vu. Le réaménagement de certains locaux, de services techniques ou autres, qu'on vient réaménager et équiper avec des arceaux. Ça, c'est les 3 types de configurations. Pour chacune de ces configurations, on a un montant de prise en charge maximum par emplacement. Donc on va être sur 1 200 € par emplacement, c'est-à-dire par place vélo pour une consigne, 650 de plafond pour un abri qui inclut des supports d'attache. Et si on commande des arceaux seuls, on va être sur 80 € par emplacement. Je ne rentre pas dans les détails de tout ça, puisque la plateforme elle calcule votre prime de manière automatique, mais vous avez un cofinancement, du coup, je le rappelle, de 40% de l'investissement hors taxe pour les zones hors zone à faible émission et jusqu'à 50% dans les zones à faible émission. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les ZFE, en fait, elles concernent grosso modo les agglomérations, enfin les zones urbaines et périurbaines. On va quand même, je vais quand même vous détailler un exemple de calcul pour que vous puissiez bien comprendre. Bon, l'idée, c'est pas que peut-être chacun comprenne ici, mais globalement, j'aurais dit, mais la plateforme calcule votre prime automatiquement, donc vous savez à quoi vous attendre une fois que vous êtes sur la plateforme. Et si besoin, on a une ressource qui vous permet de calculer ça pour vos différents exemples, vos différents projets. Donc là, si on se place dans le cas où vous souhaitez, une collectivité souhaite commander un abri avec des attaches en dessous, on va définir le prix de l'abri aux alentours de 14 000 €. Vous êtes en zone à faible émission, donc là, la prime estimée sera à hauteur de 50% de cofinancement. Donc 50%, on est sur 7 000 €. Au maximum, vous allez pouvoir bénéficier de 7 000 € de prime. Pour ça, donc en adéquation avec le petit tableau que je vous ai montré juste avant, donc là il est en tout petit, on va multiplier le nombre d'emplacements qu'on souhaite créer
par le montant maximal de prise en charge pour un abri incluant des supports. Là, on est sur 650 €. Donc, simplement, on vient multiplier 10 par 650 et ça donne 6 500 €. Et donc, ça, c'est le montant maximal. Enfin, là, on vient de calculer le montant maximal pris en charge pour le projet. Donc là, ça ne va pas être la prime estimée de départ qui va s'appliquer, mais ça va être ce montant-là. Et ça, c'est juste pour vous expliquer que dans votre projet, il y a peut-être un petit calcul de maximisation de la prime à faire. Par exemple, là, si j'avais décidé de créer un petit peu plus d'emplacements, en fait, j'aurais pu avoir une prime un petit peu plus importante. Voilà. Ça, c'est pour la partie calcul et un peu gymnastique mathématique. Concernant les critères d'un stationnement vélo sécurisé, nous, on vient s'appuyer sur notre guide. Donc, c'est le guide du stationnement vélo sécurisé que la FUB réédite chaque année. Et donc, le programme Alvéole Plus vient s'appuyer dessus avec des critères obligatoires et des critères recommandés. Les critères obligatoires sont obligatoirement respectés par nos fournisseurs. Et les critères recommandés, c'est tous les critères qui vont être suggérés par les conseillers. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que du coup, vous n'avez pas forcément, en passant par ce programme, à vous soucier de tous ces aspects-là, ces aspects réglementaires et recommandés. Alors bien sûr, il faut faire attention à ce que le fournisseur et le conseiller ne disent pas n'importe quoi, mais les conseillers et les fournisseurs signent notre cahier des charges et notre guide du stationnement vélo, et donc s'engagent à respecter tous ces critères. Parmi ceux-là, donc, on doit avoir évidemment un abri. On doit mettre les arceaux sous un abri, que cet abri-là il soit éclairé d'une manière ou d'une autre, séparé des véhicules motorisés, avec un système de fermeture dans la mesure du possible, puisque évidemment un abri ouvert, là on ne va pas avoir de système de fermeture. Et ensuite, il y a des critères recommandés qui sont aussi des critères de bon sens, que les stationnements soient situés au rez-de-chaussée dans la mesure du possible, accessibles par de faibles pentes, pas forcément en descendant des escaliers, en enjambant maximum 2 portes, puisque au-delà, ça commence à être un petit parcours du combattant, et avec des surfaces minimales d'emplacement qui sont aussi réglementaires, selon la taille du vélo, vélo cargo, vélo simple, etc. Même chose pour les arceaux. Donc là, on a des critères d'éligibilité pour tous les arceaux qui vont être proposés par nos fournisseurs. Donc tous les équipements de stationnement que vous allez pouvoir voir sur le catalogue une fois que vous êtes connecté sur la plateforme, de toute façon répondent à nos critères de notre guide. Donc on doit forcément attacher l'arceau au sol ou au mur. Le support, il doit permettre d'attacher le vélo, le cadre et la roue avant en même temps, et d'englober aussi le U. Au-delà de ça, on considère que, sans ça, on considère que ce n'est pas un vélo qui est stationné de manière sécurisée. Faut que l'arceau il permette de stabiliser le vélo, voilà, pas qu'il soit quasi par terre, qu'on n'ait pas à le ranger en ayant à le porter, pardon. Parfois, on voit des racks qui courent le long d'un mur, mais il n'y a pas de système d'aide au levage. Et donc ça, par exemple, pour un vélo, un VAE qui fait 25 kg, c'est quasi impossible à monter, ou en tout cas, ça demande un effort qu'on ne devrait pas avoir à subir lorsqu'on se gare. Ces supports, ils doivent aussi permettre d'attacher tout type de vélo, donc des vélos adultes, des vélos enfants, des vélos cargo, etc. Et ça, il y a un certain nombre d'arceaux qui le proposent, et évidemment que le support d'attache soit résistant. Donc pour ça, il y a une dimension du tube qui doit être respectée, etc. Et donc tout ça, si vous êtes curieux, vous pouvez aller jeter un œil sur le guide qui a été réédité en février 2024 et qui sera réédité très bientôt, qui est disponible sur le site de la FUB ou alors sur le site même d'alveolplus.fr. Ensuite, sur ce qui va être pris en charge, pour être tout à fait précis, donc
nous, on va prendre en charge, dans les 40 et 50% des investissements qu'on prend en charge, il y a les supports d'attache, évidemment, il y a les abris en eux-mêmes, les consignes sécurisées, et des équipements complémentaires. Ça peut être des bornes de recharge pour les VAE, ça peut être des stations d'outillage et de gonflage, ça peut être des casiers. Voilà, donc même chose, on s'est assuré de leur qualité et donc vous pouvez les retrouver sur notre catalogue de la plateforme. Et il y a aussi les frais annexes qui vont être pris en charge, c'est-à-dire les frais de pose et de livraison. La plupart des équipementiers proposent la pose directement. Les systèmes d'éclairage et de serrure de l'abri, des éventuels garde-corps, par exemple dans un parking souterrain pour séparer les vélos des voitures, et de la petite signalétique à l'intérieur de l'abri. En revanche, ce qui ne va pas être pris en charge, ça va être tout ce que le guide déconseille, et vous en avez parlé, Paul, au tout départ, donc par exemple les pince-trous ou les supports en U non adaptés avec un emplacement qui ne permet pas de garer de vélo, etc. Et aussi et surtout tous les travaux de grosses œuvres et travaux paysagers, c'est-à-dire que si vous devez refaire une dalle béton pour installer un abri ou une consigne, ça ne sera pas pris en charge. Donc il faut l'avoir en tête lorsqu'on se lance dans un projet de stationnement. Cette petite carte pour vous montrer un petit peu, pour avoir une idée de l'implantation des projets actuels selon les départements. Donc là, on voit que les départements où ça marche le mieux, c'est plutôt sur l'ouest. En 2, on a évidemment le Rhône avec Lyon qui participe beaucoup, et le département parisien qui est aussi la ville. Mais voilà, ça marche dans quasi tous les départements. On en voit juste un au milieu et je ne sais pas lequel c'est. Mais il y en a juste un qui ne bénéficie pas, en tout cas en France métropolitaine, du programme, et également les 2 départements de Corse. Sur le troisième service, le service formation, ça va concerner seulement les collectivités qui souhaitent déposer des projets pour leurs habitats sociaux, ou si elles ont la compétence dans les établissements d'enseignement, dans les écoles. Et donc là, dès que le devis de stationnement est validé, la collectivité peut demander une formation de 12 heures à répartir entre théorie et pratique. Donc si on s'adresse aux écoliers, on va pouvoir négocier avec le formateur une formation qui est adaptée pour des écoliers, par exemple de l'apprentissage à vélo aux abords de l'école. Si c'est des usagers de l'habitat social, même chose, le formateur peut s'adapter. C'est un volume de 12 heures qui est à répartir entre théorie et pratique comme vous le souhaitez, et c'est 100% pris en charge par le programme. Donc comme la prestation de conseil, il n'y a pas d'avance de frais. Voilà un petit peu pour nos 3 étapes. Si je fais une petite synthèse du parcours bénéficiaire, si une collectivité souhaite s'inscrire, elle va d'abord aller sur notre plateforme alveolplus.fr et s'inscrire sur la base de son numéro de tirette. Donc en tapant le numéro de tirette de la collectivité, tous les champs se remplissent automatiquement. Ensuite, vous êtes connecté, vous souhaitez vous créer un projet, et donc là, vous pouvez en créer autant que vous voulez, et il faudra bien cocher la bonne cible, donc si c'est un espace et site public, si c'est une école, etc. Dans chaque projet, vous allez pouvoir, là on vient de le détailler, passer d'étape en étape. Donc la première étape, c'est le service du conseil, ça faudrait que ce soit fait avant le 11 juillet 2025. Ce service qui est 100% pris en charge par le programme, vous pouvez décider de le réaliser ou non. Et si vous ne réalisez pas, vous passez directement à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être le service stationnement. Donc là, vous allez faire un petit peu votre liste de courses selon vos besoins, ou alors selon les suggestions du conseiller. S'il y a une solution qui vous convient, vous allez demander une consigne, un abri ou seulement des arceaux. Vous allez préciser le nombre. Vous allez préciser aussi si vous souhaitez des équipements complémentaires. Et par la suite, choisir l'équipementier qui vous convient et que vous souhaitez faire intervenir. Tout ça, ça se passe sur la plateforme. Et ensuite, pour les cibles éligibles, la collectivité va pouvoir faire une demande de formation, même date que pour le conseil, avant le 11 juillet 2025. Et donc là, c'est 100% pris en charge par le programme. Donc encore une fois, il n'y a pas de notion de devis ou de facture.
pour recevoir la prime liée au stationnement, vous avez un petit tableau récapitulatif sur votre espace qui vous dit où vous en êtes. Donc, lorsque vous avez sélectionné un devis, s'il a été validé par le programme, et ensuite le dépôt de la facture et la validation par nos équipes pour ensuite recevoir les primes, sachant que les 2 pièces qu'on demande pour recevoir les primes, ça va être la facture acquittée et les photos des stationnements qui sont installés. Voilà en synthèse comment se déroule notre programme. Vous avez un certain nombre de ressources. Alors, si vous avez besoin, je sais pas, de convaincre des élus, des collègues, il y a une petite vidéo explicative d'1 minute 30 sur comment ça fonctionne. Et puis, sur l'onglet ressources de notre site, vous avez tous les documents que je vous ai projetés. Donc, le guide, la liste des bénéficiaires éligibles, mais ça, a priori, vous n'en avez pas forcément besoin. Les modalités de prise en charge, ça, c'est les petits calculs qu'on a réalisé pour voir à quelle prime vous aurez droit, et un tutoriel complet de la plateforme si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'aide sur tel ou tel aspect. Voilà pour moi, et je pense que je peux donner la parole désormais à... Enfin, je ne sais pas si on passe par un temps de questions avant ou si je donne la parole directement à la commune, à la commune de Billy-Berclos. On va peut-être prendre 2 questions maximum jusqu'à 15h35, mais peut-être juste prendre 2 ou 3 questions dans le chat. Alors, il y avait une question sur pour confirmer que 10 emplacements étaient bien égal à 5 arceaux. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus. Donc, un arceau égale 2 emplacements, puisque les arceaux qu'on référence permettent à chaque fois de mettre un vélo de part et d'autre de l'arceau. En effet. Ok, super. Après, il y avait plusieurs questions sur un petit peu les différences entre Level Plus et Vélo 3, mais je pense que dans l'ensemble, on y a répondu par écrit directement. Ensuite, il y avait une question sur les racks de stationnement double niveau autoportant, savoir s'ils étaient éligibles au programme. Alors oui, il y en a. Il y a un certain nombre de racks qui existent, différents selon les équipementiers. Après, voilà, il y a des situations dans lesquelles on va recommander ce type d'équipement, enfin le conseiller va recommander, d'autres dans lesquelles pas du tout. Alors par exemple, dans le cas d'une gare, et très récemment, le parking qui a été fait gare du Nord à Paris, là, ça s'y prête bien. On veut massifier le stationnement, etc. Mais c'est pas tout le temps le plus évident. Par exemple, pour un parking de petite taille, etc. Donc ça, après, c'est selon vos, comment dire, les appétences, les envies, les besoins, mais en tout cas, pour des petites collectivités, généralement, on le voit moins. Voilà, et notamment aussi parce que il faut quand même, il y a une aide généralement il y a une aide pour porter son vélo, mais même un VAE de 25 kg, ça reste quand même lourd, malgré le fait qu'il y ait une aide pour porter son vélo. Ok, ça marche, merci. Il y avait une question sur la formation pour les écoles. Robin demandait, j'ai cru lire que c'est seulement à partir de la 5e, donc ne concerne pas les communes. Oui, c'est ça. Alors, je précise à chaque fois parce que il y a des communes qui, a priori, auraient la compétence. Je préfère le dire. Mais en effet, c'est qu'à partir de la 5e, je ne l'ai pas précisé sur la slide. En effet. Avant, en fait, il y a un autre programme. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire avant la 5e. C'est qu'il y a un programme qui s'appelle Génération Vélo, qui est aussi piloté par la FUB. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un webinaire le 20 février. Donc, si vous êtes intéressé par un sujet, il faut guetter les inscriptions. Il y a une question de Maxime. Combien de temps avons-nous pour mettre en place les 3 services détaillés à partir de la date butoir? Alors, la date limite des pièces justificatives, pour rendre les pièces justificatives, il me semble qu'elle est fixée, je vais vous dire ça en direct, parce que quand vous vous connectez sur le site, vous avez une pop-up. Il me semble que c'est le 30, je ne sais pas si c'est le 30 octobre ou 30 septembre. Ouais, je pense que c'est j'ai plus la pop-up, mais il me semble que c'est le 30 septembre. Globalement, si vous voulez, en détail, donc le conseil, ça prend relativement peu de temps, puisque ça, c'est selon vos agendas.
Donc voilà, si vous avez de la disponibilité en même temps que celle du conseiller et que vous créez votre compte, je sais pas, demain ou en fin de semaine, peut-être que vous pouvez obtenir un rendez-vous assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt très rapide. Et ensuite, c'est plus pour mettre en œuvre le stationnement. Ça, en moyenne, ça prend à peu près 6 mois pour les plus petits stationnements et ça peut aller jusqu'à 1 an pour les plus gros. Donc, si vous comptez réaliser un stationnement dans l'année 2025, il ne faut pas attendre la date butoir du 15 mai 2025 pour le stationnement. Il faut vraiment lancer ça dès que possible. Parce que ce qui va se passer, il y aura aussi un goulot d'étranglement pour les équipementiers, parce qu'il y aura sûrement un afflux de demandes à la fin, juste avant cette date-là, et donc des délais beaucoup plus longs pour les bénéficiaires. Voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Oui, je pense que ça répond. Sinon, Maxime, n'hésite pas à lever la main. Voilà, il s'auto-like, donc je pense que c'est bon. Une question aussi de Cécile. Pour les bâtiments de travail d'agents de collectivité qui reçoivent par ailleurs du public, pouvez-vous préciser quel est le niveau de sécurisation des espaces de stationnement dédiés aux agents et le niveau de sécurisation des places dédiées au public? Alors, sur Alvéole+, on est bien sur... on est sur une prime qui vise à favoriser le stationnement pour le tout public. Donc, si je prends l'exemple d'une mairie, par exemple, il faut que ces emplacements vélos soient disponibles autant pour des visiteurs de la mairie, des usagers, qu'un agent de la collectivité. Et donc, par exemple, si on met en place une consigne sécurisée, il ne faut pas que seulement les agents y aient accès, il faut que le tout public puisse aller demander l'autorisation d'ouvrir cette consigne à l'entrée, par exemple, parce que sinon, ça rentrerait pas dans le cadre du programme LVE+. La simple et bonne raison, c'est encore une fois, c'est qu'il y a un autre programme qui s'adresse aux employeurs exclusivement, qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo, et donc en fait, on ne peut pas financer les deux mêmes choses avec LVE+. Donc il n'y a pas de niveau de sécurisation forcément, mais il faut vraiment avoir dans l'idée que si vous passez par LVE+, il faut que les stationnements que vous mettez en place soient disponibles pour tous. Alors après, si c'est à côté de la mairie, qu'il y a un portail de la mairie qui est fermé après à la fin de chaque journée, bon, ça rentre pas dedans, mais que chacun puisse y avoir accès, quoi. Ça marche, merci beaucoup. On va prendre, je pense, la dernière présentation et puis on répondra aux questions qui restent après la dernière présentation. Donc, je vais accueillir maintenant Florence Lemâtre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Florence Lemâtre, je suis conseillère municipale à Billy-Berclos, qui est une commune du nord de la France, du Pas-de-Calais, d'environ 5000 habitants. Et je suis membre de la commission transition énergétique. Donc, nous, on a souhaité participer au programme Alvéole 2 et Alvéole+, mais dans un projet plus large de plan vélo à l'échelle de la commune, avec une volonté, en dernier lieu, d'améliorer le schéma cyclable de la commune donc, et adapter la ville à la mobilité et à vélo et à pied, pour le coup. Donc, on a commencé par une aide à l'acquisition d'un vélo. Donc, ça, c'était notre premier point. Et puis après, nous avons adhéré au programme avec un conseil sur justement les emplacements vélos. Puisqu'on nous a bien, dans la consultation, on nous a bien expliqué qu'effectivement, pour développer la volonté des habitants de prendre leur vélo, il fallait qu'effectivement, ils aient un endroit pour poser leur vélo et pour mettre en toute sécurité. Donc, on a développé la pose des arceaux. Donc, vous voyez un petit peu sur la slide, sur deux années, on a essayé de développer cette pose d'arceaux avec la volonté de consulter la population qui, pour nous, est la plus à même à nous expliquer les emplacements qui sont les plus importants pour eux. Donc, en particulier, tout ce qui est magasin,
collectivités, pour le coup, donc tout ce qui est établissement sportif, gymnase, salle collective, et mairie, etc. Et donc, sur 2 années, on a développé la pose d'une vingtaine d'arceaux pour un montant de 15 000 euros. Donc, on a eu une aide, on demande beaucoup de subventions à la mairie pour que justement, ça fasse baisser le coût, le reste à charge pour la commune. Et du coup, les 15 000 euros représentaient 4 500 de l'agglo avec 30%, les 50% de la FUM. Là, c'était pour le programme Alvéole 2. Et du coup, le reste à charge pour la commune était de 3 000 euros. Donc, un bel investissement, mais on a voulu aller plus loin, justement, en particulier pour la sécurisation de longue durée. Parce que la pose d'arceaux qui ne sont pas abritées, effectivement, c'est surtout pour de la courte durée. Donc, on a fait installer 4 abris vélos, donc c'est dans le programme Alvéole Plus. Et là, on a cherché à sensibiliser les écoles, donc 2 écoles primaires dans la commune, la mairie, et puis la mairie, c'était surtout pour les agents municipaux pour le coup, mais toujours avec la volonté de, comme vient de le dire Jean-Loup, que la population puisse avoir leur vélo à l'abri. Et un espace associatif avec un jardin est toujours un petit peu fermé, ce qui sécurise le soir surtout, ces abris vélos. Donc vous avez vu l'installation des 4 abris vélos. Donc ça représente un coût à l'achat de 40 315 euros. Donc c'est très concret pour le coup, avec toujours notre aide de l'agglo, les 40% de la FUM, puisqu'Alvéole Plus, c'était plus que 40%, et un reste à charge de 12 095. Alors évidemment, il y a des grosses œuvres sur ces abris vélos qui a été fait par la commune avec une prise en charge quand même de l'agglo. Donc là, on a fait ça, tout ce qui est le soubassement béton a été fait par la commune. Et là, on est un peu plus sur le Avélo 2, puisqu'une fois que on a développé tous ces abris vélos, on est parti plus sur une volonté d'adapter la ville avec un schéma vélo. Et là, c'est plutôt, on a fait un appel à projet à vélo 2 avec une vraie consultation avec la commune, donc la prise en charge par l'ADME et le CEREMA là-dessus. Et le schéma vélo avec un appui technique, pour le coup, avec ces 2 entités. Et l'aide d'un cabinet V2R qui œuvre sur les Hauts-de-France essentiellement et qui nous a permis d'élaborer au niveau technique le schéma vélo. Donc là, ce qu'on parle de schéma vélo, c'est tout ce qui est changement au niveau urbain, pourquoi pas des chaussées doux, la mise en place de feux minutés. Au niveau nature, la possibilité de faire des chemins piétonniers et voués au vélo. Donc, en fait, toute cette technicité, au niveau de la commune, on avait besoin d'avoir un cabinet qui nous explique la faisabilité et au niveau technique, la possibilité de s'appuyer sur de vraies compétences. Donc voilà, et toujours avec une volonté de consulter la population qui est à même de trouver de belles idées. Et du coup, on s'est associé à l'agence Voix Team, et toujours subventionné par, là pour le coup, l'ADME sous l'appel à projet à vélo 2. Donc vous voyez que c'était 50% pour le coût final de 13 370. Donc un reste à charge pour la commune de 6 685. Donc il est vrai qu'on a ça avance, on a un vrai appel à projet et bien supporté par Alvéole Plus et à Vélo 2, qui a priori passera à Vélo 3. Donc c'est un vrai plus pour les communes et pour notre commune pour le coup. Donc voilà. Alors j'entendais quelqu'un qui demandait
la longueur. Là, ça fait sur 2 ans, on a développé les arceaux et les abris vélos. Et puis, il y a, avec la subvention, sur plusieurs années, parce que les communes doivent supporter effectivement le coût de ces installations. Donc, il y a sur plusieurs années, on est amené à construire le schéma vélo. Donc, voilà. Voilà pour Billy-Berclos. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous souhaitiez. Donc, vous voyez les abris vélos tels qu'ils sont au niveau de Billy-Berclos. Donc, c'est des abris vélos ouverts avec des racks particuliers. Donc là, c'est dans les écoles, et alors toujours avec ce côté transition énergétique en bois, etc. Donc, très ouvert, et avec la possibilité le soir d'être dans des parcs fermés. D'où le fait que nous, on a opté pour des abris vélos non, enfin pas avec des codes ou non fermés. Et c'est accès à toute la population, que ce soit agents, techniques, population, etc. Et jeunes surtout. Donc on a essayé de renforcer pour que ça fonctionne, de partir sur une sensibilisation de la jeune population, on va dire. Super, merci beaucoup pour De ce rien. retour d'expérience. Voilà. On a une question dans le chat. C'est de la part de Véronique. Donc, l'agglo proposait-elle un appel à projet avec une aide fixe de 30%? Non, c'est un appel de subvention, une demande par rapport à leur volonté de sensibiliser sur la mobilité, sur de la mobilité douce. Donc 30%, c'était leur max par rapport au programme. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question aussi de Emmanuel. Y a-t-il des contraintes d'entretien des abris vélos? Donc là, je ne sais pas si ça s'adressait directement à votre retour d'expérience ou au global, mais n'hésitez pas si vous avez une Pour le réponse à coup, nous, apporter. il n'y en a pas pour l'instant, mais c'est tout jeune, hein, ça fait Ouais. qu'1 an. Donc on n'a pas cette problématique-là, et surtout que pour le coup, c'est fermé la nuit. Donc ce sont des endroits qui sont fermés la nuit. Donc, pour l'instant, on n'a pas de problématique d'entretien. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat, ou bien s'il n'y a pas d'autres questions à l'écrit, n'hésitez pas à lever la main aussi si vous souhaitez poser directement à l'oral. Et sinon, ensuite, on passera sur une partie de conclusion de notre côté. Oui, Laura. Oui, juste pour repréciser par rapport au coût qui m'était demandé tout à l'heure, je suis allée vérifier parce que j'avais un doute entre 500 et 1000 sur l'entretien des mini-box dans le cadre de notre marché, et on est effectivement à 900 € à l'année par mini-box supplémentaire. Donc voilà, c'était juste pour apporter cette précision. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question de Marion. À quel prestataire avez-vous fait appel pour les abris? Nous, on a fait Urbanéo. Ok, merci beaucoup. Pas d'autres questions pour le moment. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie conclusion. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions par écrit pour qu'on puisse terminer d'y répondre avant la fin du webinaire. Donc, je vais reprendre la main pour vous partager la conclusion. Mince. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ah non, je crois que vous voyez pas le bon. Hein. Attendez. On voit, mais pas en plein écran. C'est ça, ouais. Hop là. Deux petites secondes, forcément, c'est la fin. Alors. On va faire comme ça, voilà.
Donc c'était pour déjà vous remercier d'avoir assisté aujourd'hui à notre 5e webinaire sur le stationnement vélo. On espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses, et merci à nos intervenants pour leur riche présentation. On voulait également vous prendre quelques minutes pour vous faire un petit récapitulatif des prochains rendez-vous à venir sur Avélo 3. Donc là, la semaine dernière a eu lieu la première classe virtuelle, donc à destination de vous, lauréats Vélo 3. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines classes virtuelles qui sont le 22 janvier. Donc pour celle du 22 janvier, vous avez jusqu'à demain avant la clôture des inscriptions. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible le 22 janvier, il reste quelques places. Et la prochaine classe virtuelle ensuite est le 6 février. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que nous avons des premières classes virtuelles, présentielles, pardon, qui vont être organisées à partir du mois de février et toutes les 2 semaines, en tout cas sur le premier semestre 2025, il y en a toutes les 2 semaines. Il faut bien que vous gardiez un œil sur la plateforme formation.adem.fr pour vous permettre de vous inscrire à ces sessions. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un petit temps, il y a au moins 24 heures ouvrées quand vous créez votre compte sur la plateforme avant de pouvoir vous inscrire pour que votre compte soit validé. Donc ne tardez pas pour réaliser cette création de compte pour pouvoir vous inscrire aux sessions. Et donc, vous voyez également qu'il y aura une rencontre à vélo à Nancy le 6 février. Donc, n'hésitez pas à de même vous inscrire sur le site. On va vous remettre dans le chat si vous souhaitez y participer, si vous êtes dans le coin de Nancy. Et sinon, donc, il y a un planning de rencontres qui auront lieu par la suite, qu'on va vous remettre dans le chat également. Et en termes de webinaire, vous avez le webinaire du 28 janvier qui traitera des techniques de concertation et de mobilisation pour l'élaboration de politiques cyclables en partenariat avec l'Académie des mobilités actives. Là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire, les liens d'inscription sont dans l'espace collaboratif. Et en février, donc le 20 février, on en a rapidement parlé tout à l'heure, il y aura un webinaire sur l'apprentissage du vélo à l'école en partenariat avec Génération Vélo. Et j'en profite également pour vous proposer de remplir le questionnaire de satisfaction. Merci à celles et ceux qui le remplissent, puisque ça nous aide à nous améliorer d'une fois sur l'autre et à vous proposer du contenu qui soit le plus pertinent possible. Donc on va vous remettre aussi dans le chat le lien pour effectuer ce questionnaire de satisfaction. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des souhaits, des besoins, des choses que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part via ce questionnaire de satisfaction. Voilà, donc je vais vous remettre le lien. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, j'ai pas gardé la vue dessus, mais si jamais il n'y a pas d'autres questions sur le stationnement, je vous propose de nous arrêter là et de nous donner rendez-vous pour le prochain webinaire, donc du 28 janvier. Avant de s'arrêter, on aurait 2-3 questions concernant les classes présentielles. Alors, il y a une première question de Anaël. Pour la classe présentielle, comment faire si on ne peut pas y aller, s'il vous plaît? Malheureusement, ça veut dire que vous ne pourrez pas aller à celle qui arrive. Il y en aura des prochaines puisqu'on va en reprogrammer tout au long du programme. Néanmoins, effectivement, n'hésitez pas à vous inscrire quand vous envoyez une passée dans votre région, puisque comme il y a quand même pas mal de régions, on essaye de faire un tour équitable des régions et de programmer des classes par région pour permettre à tout le monde de s'inscrire. Donc le mieux, c'est effectivement de vous inscrire dans votre région quand vous le pouvez. Si les dates qui sont proposées pour le moment ne le permettent pas, il faut guetter dans ce cas les sessions à venir et s'inscrire quand il y en aura une qui sera plus favorable. La thématique de la classe virtuelle, donc chaque classe virtuelle est identique globalement en contenu. C'est simplement qu'on propose beaucoup de dates pour être sûr, encore une fois, que tout le monde puisse s'inscrire. Donc Rose, typiquement, je crois que tu avais participé à la classe virtuelle, la première, celle du 9 janvier, donc tu n'as pas forcément besoin de participer à celle du 22 janvier.
Voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remets donc dans le chat le lien pour le questionnaire de satisfaction. Merci encore à nos intervenants et merci à tous d'avoir participé et une très bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.